Bienvenue à tous sur La Charnière, l'émission qui vous raconte l'histoire du rugby et son jargon bien à lui. Aujourd'hui, on se penche sur une véritable institution de ce sport, une rivalité sans pareille, le crunch. La France a le vin, l'Angleterre a le thé. Les premiers ont Hugo, les seconds ont Shakespeare. Quand on parle de ballon ovale, les Français ont Serge Blanco, les Anglais ont Johnny Wilkinson. Le French flair pour les uns, un pragmatisme sans faille pour les autres. Si proches et pourtant si éloignés, les deux pays ont grandi l'un face à l'autre, cultivant leurs différences. Et malgré l'opposition entre ces deux cultures, la France et l'Angleterre partagent tout de même quelques petites choses. Parmi elles, le crunch. Pendant longtemps, une bataille sans merci pour départager les roast beef et les froggies. Aujourd'hui encore, un rendez-vous absolument incontournable de la scène internationale. Un choc au sommet qui façonne le rugby européen depuis plus d'un siècle. Trêve de bavardage, plongeons ensemble dans le cœur de la mêlée. Vous êtes prêts? Let's go! Action! Liège! Jeu! Commençons par la base. Concrètement, crunch, ça veut dire quoi? Vous le savez sans doute, le crunch, c'est comme ça qu'on appelle le duel France-Angleterre dans le monde du rugby. Et vous vous en doutez, ces matchs ont une saveur très particulière. C'est bien pour ça qu'on vous en parle. L'ancien joueur du 15 de France, Richard Dourte, avait d'ailleurs une formule très efficace pour résumer les enjeux de la rencontre. Le crunch, c'est le crunch. On ne dira pas mieux. Vieille de plus de 100 ans, cette rivalité anime la scène internationale chaque année lors du tournoi des 6 nations. Parfois, ses ennemis de toujours s'offrent même une scène encore plus grande, celle de la Coupe du Monde. Peu importe l'endroit, ces matchs déçoivent rarement, très rarement. Entrons dans le vif du sujet. La première question qui se pose, c'est « Pourquoi le crunch ?» On vous le dit tout de suite, rien à voir avec les céréales. Dans la langue de Shakespeare, ce mot désigne le craquement, le bruit de quelque chose qui se fait écraser. Et autant vous dire que ça retranscrit plutôt bien la réalité du terrain. Pour citer Bernard Laporte, ancien sélectionneur de l'équipe française, quand on affronte l'Angleterre, le rugby devient un sport de combat avant d'être un sport de balle. Oui, un France-Angleterre, c'est si bouillant que ça. Par extension, on utilise aussi ce mot pour parler d'une situation critique, d'un moment décisif. L'idée est là. Le crunch, c'est un mot qui vient souligner l'intensité et l'importance du match. Jusqu'ici, c'est très simple. En revanche, personne n'est totalement sûr de l'origine du nom. Pour certains, on le doit à la presse britannique, qui voulait ajouter un peu de piment dans ses articles à la fin des années 90. D'autres remontent jusqu'en 1906 et attribuent la paternité du nom aux médias français. Mais d'après la version la plus fiable, ce sont les journalistes de l'Irish Times qui ont fait entrer cette expression dans notre vocabulaire au début des années 80. La légende raconte qu'il s'agissait à l'époque d'une référence à une publicité pour des pommes françaises, les French Golden Delicious Apples. Ce crunch, c'est donc le bruit d'une pomme ou d'une rencontre que l'on croque à pleines dents, même si à la fin du match, il ne vous en reste plus beaucoup. Pour résumer, on parle d'une expression faisant référence à une pub pour des pommes françaises, popularisée par les journaux irlandais, reprise par les Anglais, peut-être inventée par les médias français. Qu'on se le dise, il y a de quoi s'y perdre. Peu importe finalement. Ce qui compte, c'est de bien comprendre que le crunch, c'est une histoire de sport, mais c'est aussi un phénomène médiatique. D'ailleurs, le duel France-Angleterre ne se limite pas au terrain. En conférence de presse, les joueurs et les coachs s'en donnent à cœur joie. Bien sûr, les fans et les journaux y mettent aussi leur grain de sel. Si bien que les médias et les observateurs en arrivent même à des extrémités qui dépassent la simple amertume. Une forme de French bashing en Angleterre et une presse française loin d'être exempte de tout reproche. À l'ère des réseaux sociaux et d'une parole plus libérée face au micro des journalistes, ces pratiques deviennent de plus en plus fréquentes. Il est d'ailleurs arrivé à Clive Woodward, ancien sélectionneur du 15 de la Rose, d'avoir la critique facile sur Twitter. Bref, le crunch, c'est la guerre. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, revenons ensemble sur les débuts de cette rivalité légendaire. On pourrait situer le début du crunch au 22 mars 1906, lors du premier affrontement entre la France et l'Angleterre en rugby à 15 au Parc des Princes. Mais en réalité,
Le crunch, c'est bien plus que ça. C'est l'occasion pour les deux pays de régler leurs comptes. Plus qu'un choc sportif, c'est un véritable choc des cultures. Au départ, il était avant tout question de prouver que les Français avaient leur mot à dire dans ce sport 100% british. À certaines époques, il s'agissait de départager les deux meilleures équipes de l'hémisphère nord. Mais les joueurs le disent eux-mêmes, cela dépasse le rugby. C'est le poids de l'histoire qui pèse sur leurs épaules pendant ce match. Le crunch, c'est revivre la guerre de 100 ans sur la pelouse. Au départ, ce rendez-vous est largement dominé par les Saxons. Il faut attendre 21 ans pour voir la France remporter un premier match. Sur les 25 premières années, la France prend 2 victoires et concède 18 défaites. Bon, il y a des hauts et des bas dans la vie. Mais à ce stade, c'est surtout des bas pour le 15 de France. Il faut dire qu'à cette époque, l'Angleterre et la France occupent des places bien différentes dans le monde du rugby. Alors que les Français s'habituent encore au ballon ovale, introduit dans l'Hexagone par leurs rivaux, ce sport occupe une place très importante dans la société anglaise. Les Bleus tâtonnent en intégrant le tournoi, tandis que la Rose domine. Encore plus dur, en 1931, les Français sont exclus du tournoi des 5 nations. La cause de cette mise à l'écart, d'abord des excès de violence dans le jeu, mais surtout, c'est une question de professionnalisation. Dans ce tournoi initialement amateur, la France paye ses joueurs. Et ça ne passe pas très bien auprès des Home Nations. Chèque à la clé ou pas, ça ne change de toute façon pas grand-chose, puisque les Bleus ne gagnent rien. Les Français sont pardonnés en 1939. Mais la Seconde Guerre mondiale marque une pause forcée de la compétition. Lorsque le tournoi reprend en 1947, le 15 de France ne se laisse plus marcher dessus. Le duel s'équilibre et les Français s'imposent de plus en plus souvent. Et vient le moment où ils finissent par être sacrés champions du tournoi en 1954, alors que l'Angleterre compte déjà 21 trophées. La France saute une épine du pied. C'est le cas de le dire. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, le bilan de la France face à l'Angleterre est de 39 victoires pour 41 défaites et 6 matchs nuls au total depuis 1947 et le retour des Bleus au tournoi Destination, toutes compétitions confondues. Là où la bataille devient vraiment intéressante, c'est à partir des années 80, à l'apparition du mot crunch dans la presse irlandaise. On vous l'a dit, le crunch, c'est le crunch. Ça veut surtout dire que pour expliquer le crunch, il faut le raconter. Car là où cette rivalité prend tout son sens, c'est sur le terrain. Pour entamer la décennie, le 15 de la Rose frappe très fort. Les Anglais réussissent le Grand Chelem dans le tournoi de 1980, leur premier depuis 23 ans. Difficile de rêver meilleur départ. Et surtout, malgré ce signe prometteur, c'est une Rose fanée qui se laisse piétiner par le coq français pendant quelques années. Tout commence en 1981, quand la France prend le dessus sur son ennemi de toujours. Attendu à Twickenham, les Bleus prennent une rare victoire dans le temple du rugby. Le score de 12-16 ne reflète pas très bien la dynamique de cette rencontre, dans laquelle les Anglais ne marquent pas le moindre essai. C'est la naissance du crunch, croquant comme on l'aime, dans lequel la France peut regarder l'Angleterre droit dans les yeux. Et en cette belle année, elle va même jusqu'à lui succéder pour le Grand Chelem. Il faut dire qu'à cette époque, l'effectif français est loin d'être ridicule. Sous les ordres de Jacques Fouroux, le capitaine Jean-Pierre Rive gagne le surnom de Casque d'Or. La classe. Les années 80 sont aussi le terrain de jeu de l'immense Serge Blanco, qui joue un temps avec Robert Paparamborde, puis l'excellent Philippe Sella. Et on en passe. L'équipe vieillissante de l'Angleterre ne fait pas le poids. Rive aimait dire que les Anglais ne perdent jamais, mais parfois, on les bat. Mais à cette époque, les Anglais, on les bat beaucoup. Malgré une petite défaite en 82, le 15 de France domine l'Angleterre dans le tournoi des 5 nations. Parmi les grands moments de la décennie, le crunch de 1986. En contre-attaque, c'est Guy Laporte qui ouvre le score sur une course effrénée vers la ligne d'en but. Un autre essai de Serge Blanco, servi par Pierre Berbizier, et la France prend une avance considérable. Mais surtout, une magnifique contre-attaque menée par Bonneval, Charvet et Sella à la conclusion pour finir en beauté et clôturer le show 29-10. Victoire des Bleus, mais surtout le French Flair à l'état pur. Un jeu fluide, du spectacle, de l'improvisation, de l'art, diraient même certains. Voilà la marque du rugby français des années 80. En face, les Anglais sont disciplinés et regagnent peu à peu du terrain. D'abord, ils font une bonne frayeur à leurs rivaux en 1987. Malgré la domination française, prendre les Britanniques à la légère serait une erreur. Mais justement, le pack tricolore tombe dans le piège.
Il se laisse surprendre par le 15 de la Rose et c'est sur le score de 12-3 qu'il termine la première période. Fort heureusement, les Bleus se reprennent et signent une superbe remontada devant le public anglais. Une fois le match relancé, c'est Philippe Sella qui renverse la vapeur sur un exploit individuel. Il coupe la ligne de passe, interception, une course de 60 mètres que personne ne peut arrêter et l'essai ultime. Encore une fois, c'est la griffe française. Les Bleus prennent la victoire, c'est l'essentiel. Mais il ne faut pas perdre de vue la véritable leçon de ce match. À tout moment, l'Angleterre peut reprendre ses droits. Il s'agirait de ne pas sous-estimer la nouvelle génération du grand Rob Andrew et de son jeune capitaine, Will Carling, les deux piliers de l'équipe à partir de cette fin de décennie. L'année suivante, ils s'en approchent. Une défaite d'1 point seulement face à leurs meilleurs ennemis. En 1989, la situation se débloque enfin. À Twickenham, le 15 de la Rose ne laisse pas la moindre chance aux visiteurs. 11-0, un score sans appel. Cela n'empêche pas la France de remporter le tournoi, pour la 6e fois en 10 ans. Mais voilà que la boucle est bouclée. Les Blancs ont ouvert la décennie sur une victoire. Ils la terminent sur la même note. La Rose reprend des couleurs, retrouve ses épines, et c'est le retour en force de la discipline anglaise. Les années 90 marquent très certainement l'âge d'or de cette rivalité. Cette décennie est celle de la professionnalisation du rugby. Et à l'ère professionnelle, les Anglais jouent de leur atout, la discipline. Une préparation exemplaire sur le plan physique, un véritable goût de l'effort. Voilà la recette du succès du 15 de la Rose. Leur jeu repose sur le collectif, l'unité et la rigueur. En face, la France joue de manière bien plus spontanée. Elle laisse une place importante à l'individu et à l'improvisation. On observe alors une réelle opposition entre les deux styles de jeu des deux nations. C'est sur les 22 mètres néo-zélandais. Le ballon pour Akoseberi, mettre au pied Akoseberi pour Sadouri, et c'est de l'équipe de France. Face à la France, les efforts anglais payent. Déjà, en 90, ils viennent marcher sur Paris. 26-7, un score qui annonce la tendance. Mais en 1991, la France et l'Angleterre nous offrent l'un des moments les plus symboliques du crunch. On pose le cadre. Avant le tout dernier match du tournoi des 5 nations, les deux équipes affichent un bilan de 3 victoires pour 0 défaite. Le vainqueur du match sera le vainqueur de la compétition. Grand chelem à la clé. À Twickenham, le spectacle est tout simplement incroyable. De son propre but, un ballon pour Lafont pour Sella. Pour la relance de l'équipe de France, de son propre but, Sella la croisée pour Camberavero. On est sur une médiane, coup de pied à suivre, c'est bien joué, Camberavero qui récupère le ballon. Coup de pied de recentrage, Philippe Saint-André arrive. Plein champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe. Quel essai des Français! À l'issue d'une action collective initiée par Serge Blanco, les Français débordent l'adversaire à l'aile. Une course effrénée, un jeu au pied typique du rugby français, et Philippe Saint-André qui vient conclure l'un des plus beaux essais de l'histoire du rugby. Même le public anglais applaudit. Impressionner la foule est une chose, impressionner l'adversaire en est une autre. L'imperturbable Angleterre ne lâche rien, dépasse la France au score et ne se laisse jamais rattraper. 21-19, le Grand Chelem va à Rory Underwood et ses hommes. Les Anglais saluent les vaincus avec leur célèbre « Good Game », ce qui, dans la défaite, a le don de taper sur les nerfs des joueurs français. Mais aujourd'hui, chacun y trouve son compte. Une action légendaire pour les uns, un retour au sommet pour les autres. Quelques mois plus tard, les deux rivaux s'affrontent pour la première fois en Coupe du Monde, pour sa 2e édition. Après leur rencontre électrique lors du tournoi des 5 nations, on s'attend à une confrontation d'anthologie dès les quarts de finale. Mais ce jour-là, à domicile, la France déjoue totalement et laisse la victoire à l'Angleterre. Dans ce match ponctué par une victoire anglaise 19-10, la tension est palpable. Le vice à l'honneur, les nerfs à vif, le terrain de rugby se transforme en champ de bataille. Si bien que l'arbitre Dave Bishop et ses assistants regagnent les vestiaires au pas de course à la fin du temps réglementaire. Daniel Dubroca, entraîneur de la France, est trop à cran pour le laisser filer à si bon compte. La colère part. L'entraîneur français va jusqu'à insulter et menacer l'arbitre en le soulevant par le col. Une erreur qui lui coûtera sa carrière. Fin de parcours pour les finalistes de la précédente édition, mais aussi pour Serge Blanco et Éric Champ, qui achèvent leur aventure avec le 15 de France sur un triste échec. La frustration est à son comble chez les Bleus, tandis que le 15 de la Rose atteint les finales. Leur rencontre au tournoi des 5 nations l'année suivante n'est que la suite logique de cette escalade. Brian Moore, talonneur anglais très loquace, annonce un match de boxe entre les deux équipes dans la presse anglaise. Message reçu pour Philippe Sella, qui accroche la chronique de Moore dans le vestiaire des Bleus
à la vue de tous ses coéquipiers. Volonté d'être plus fort, plus longtemps qu'eux. Surtout quand ça fait mal. Les sourires, les provocations ne nous intéressent plus. Match de boxe peut-être, mais en l'occurrence, les deux équipes y sont allées sans prendre de gants. Par où commencer ? Peut-être par Philippe Sella, qui après avoir pris un coup de pied à la tête, quitte le terrain juste avant la mi-temps. Autant vous dire que la discipline des Français s'en est allée avec lui. D'abord, Grégoire Labussé écope d'un carton rouge pour avoir talonné un joueur adverse. Pour reprendre les mots de Martin Bayfield, piétiné sur la pelouse, on peut dire qu'il a fait du Fred Astaire sur sa tête. Petit détail insolite, ce même joueur deviendra plus tard la doublure d'Hagrid dans Harry Potter. Ensuite, Vincent Moscato a le droit à la même sanction pour avoir chargé avec la tête malgré les avertissements de l'arbitre. Du mauvais côté de l'histoire, il s'agit des seuls joueurs exclus pour un carton rouge dans un crunch. S'ensuit une suspension de 28 semaines pour les deux larrons, qui ne joueront plus jamais pour le 15 de France. Par contre, c'est super parce qu'au moins, les deux se sont saccagés. Christophe Mougeot, blessé, sort également du match. À ce stade, c'est presque anecdotique. L'apocalypse pour le tout nouveau sélectionneur Pierre Berbizier. Voilà, le crunch est devenu le crunch, avec toute la violence et toute l'intensité que cela implique. Bien sûr, il est hors de question pour les Français de laisser une décennie entière au 15 de la Rose, qui en est déjà à 8 victoires consécutives. En 1995, après une victoire de l'Angleterre dans le tournoi des 5 nations, les deux rivaux se donnent rendez-vous en Coupe du Monde. Cette fois-ci, ils se battent pour la 3e place. En Afrique du Sud, à contre-courant des précédentes rencontres, la France s'impose sur le score de 19-9. Elle termine sur le podium, mais surtout, elle prend sa revanche. C'est à leur tour de dire « good game » à l'adversaire, qui prend conscience de la violence de ces deux mots bien polis. Le plus surprenant survient en 3e mi-temps. Pour célébrer la fin de la compétition, Anglais et Français se rendent dans le même bar et font la fête ensemble. Les pires ennemis deviennent enfin les meilleurs ennemis. 1997 marque un nouveau temps fort du crunch. Une fois de plus, les deux équipes arrivent invaincues l'une face à l'autre. Ils le savent, le gagnant du match sera le gagnant du tournoi, avec une route dégagée jusqu'au Grand Chelem. Après 1 heure de jeu, les Bleus sont menés 20-6 quand l'impensable se produit. En 20 minutes, ils renversent complètement la vapeur. Devant le public ennemi, la maison fait la totale aux Anglais. Ils commencent par une belle diagonale pour le Flamand, enchaînent sur un essai pour conclure une belle action et achèvent l'Angleterre sur une ultime pénalité. 23-20, le 15 de France prend la victoire à Twickenham et réussit ensuite le Grand Chelem. En 99, le dernier match avant le 21e siècle s'achève sur une victoire de l'Angleterre. Pendant près de 4 ans, les Français ont opposé une violente résistance dans tous les sens du terme à des Anglais au sommet de leur rugby. Du sang, de la sueur, des larmes de rage et une véritable domination sur l'Europe. C'est ça, l'âge d'or du crunch. Vous avez sans doute compris le pattern. Comme à chaque fois, l'Angleterre ouvre la décennie 2000 sur une victoire. Mais cette fois-ci, il y a un bonus à la clé. Le trophée Eurostar, qui récompense le vainqueur du crunch dans le tournoi Destination. Après s'être imposé 15-9 chez les Français pour le premier trophée, les Saxons leur donnent rendez-vous à Twickenham en 2001. Et dans ce tournoi, les Anglais sont au-dessus de tout. 44-15 contre les Gallois, 80-23 face à l'Italie et 43-3 contre l'Écosse. Un très joli parcours qui n'annonce rien de bon pour ce crunch. Déculotté anticipé, la France s'écrase sur le score de 48-19. Une humiliation pour les Bleus, une rencontre presque anecdotique pour les futurs champions du tournoi. Un nouveau siècle de crunch commence et la machine anglaise est déjà en marche. À l'époque, Johnny Wilkinson est l'étendard du 15 de la Rose. Reconnu comme l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire, l'entraîneur français Bernard Laporte le compare même à Zidane dans la presse. On a Zidane, ils ont Wilkinson. Je m'étais pas trompé. Les compliments sont assez rares pour qu'on les souligne. Pourtant, face aux zizous du rugby, la France décroche une victoire dans le tournoi de 2002 sur la route du Grand Chelem. Et l'année suivante, c'est au tour des Anglais de réaliser un sans faute, leur premier pour cette décennie. Bien sûr, les Bleus ne les laissent pas passer si facilement. De beaux essais des deux côtés, 12 minutes de prolongation pour permettre aux Français de revenir au score. Mais l'adversaire est tout simplement meilleur. Le public entonne son célèbre chant, Swing Low.
Le coup de sifflet final retentit et l'Angleterre concrétise son grand chelem les semaines suivantes. Un an plus tard, c'est de nouveau au tour de la France. La rivalité est toujours d'actualité. Les deux nations se disputent le contrôle de l'Europe. En 2005, les Bleus se présentent à Twickenham face à des Anglais en perte de vitesse. L'effectif de Laporte est bien garni. Marconnet, Mas, Pelous, Chabal, etc. Et très important ici, Dimitriashvili. Mais est-ce que les locaux se laissent impressionner pour autant ? Non. Ce n'est pas vraiment le genre de la maison, et encore moins devant leur public. On ne parle pas ici d'un match très esthétique, mais question intensité, les deux équipes sont au rendez-vous. Les Anglais en particulier se montrent intraitables. À la mi-temps, le score est de 17-6. Les Français ont laissé la première période à l'adversaire. En deuxième période, ils décident de prendre leurs responsabilités et la machine est lancée. Les Français défendent le fer. Bien aidés par Serge Betsen et ses 15 plaquages, ils empêchent les Anglais de marquer le moindre point dans les 40 dernières minutes. On vous l'a dit, le crunch, c'est la guerre. Et à la guerre, on ne fait aucun cadeau à l'ennemi. En attaque, le 15 de France va chercher les pénalités et place ses espoirs en Dimitriashvili, le héros du match. La veille, le demi de mêlée de Biarritz arrivait à peine à envoyer le ballon entre les poteaux. C'est largement de quoi saper le moral d'un joueur qui perfectionne chaque jour son tir et qui met un point d'honneur à atteindre sa cible. Mais devant le public de Twickenham, le Yash se métamorphose et marque à lui seul les 18 points de son équipe face au Perche. Lorsque son dernier coup de pied passe entre les poteaux, le sort du match est scellé. La remontée française marque son heure de gloire. 37 mètres, la tentative de Yashvili. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh, ça passe. Ça passe. Oh mon Dieu, il Et fait bien, figurez-vous qu'à l'instant même, l'équipe de France reprend l'avantage au score à Twickenham. France 18, Angleterre 17, il va falloir maintenant tenir. Le 13 février 2005. Notez bien cette date, car à l'heure où nous tournons cette vidéo, il s'agit de la dernière fois que les Bleus ont remporté un match officiel à Twickenham. Malgré cette rencontre électrique, aucune des deux équipes ne remporte le tournoi cette année-là. En 2006, le trophée Eurostar et la Coupe des 6 Nations vont aux Bleus. En 2007, l'Angleterre reprend le trophée, mais les tricolores conservent leur titre de champion. Quelques mois plus tard, en Coupe du Monde, le 15 de la Rose de Jonny Wilkinson sort une France haute de la compétition, mais auteur d'un parcours atypique. Ça se passe en demi-finale. Encore. Les deux équipes perdent le match suivant. Pas de podium pour les Froggies, pas de coupe pour les roast beef. Et parce que jamais 203, l'Angleterre termine cette dizaine d'années en beauté. Victoire au Stade de France en 2008, victoire à Twickenham pour clôturer le tout. Parce qu'il ne faudrait pas oublier la France de sitôt, elle entame cette nouvelle décennie sur un sans faute au tournoi des 6 Nations, jusqu'à un face-à-face inévitable contre son rival pour le dernier match du tournoi. Le contexte de ce crunch est essentiel, l'enjeu est immense. Et pourtant, c'est du vu et revu. Les Bleus sont à un match du Grand Chelem, mais ils se confrontent à un ennemi galvanisé par la perspective de les priver de ce plaisir. La coupe est déjà en poche, peu importe l'issue du match, mais c'est une question d'honneur. Il faut gagner avec la manière et il faut gagner face à l'Angleterre. Non sans peine, le coq triomphe face à la Rose et convertit l'exploit. 10 ans plus tard, à l'heure où ces lignes sont écrites, il s'agit du dernier tournoi destination remporté par la France. Mais le tournoi européen fait pâle figure devant la Coupe du Monde, lors de laquelle les frères ennemis se rencontrent à nouveau en 2011. Pour changer, après une phase de poule difficile, c'est la France qui s'impose finalement au terme de cette rencontre. 2 essais de Clerc et Médard en première période, un match référence et des Anglais qui sortent en quart de finale pour la première fois depuis 1999. Les Bleus iront jusqu'en finale pour perdre d'1 point face aux All Blacks. Un souvenir douloureux, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit pour en parler. Après cette revanche durement acquise, les Angleterre-France au tournoi des 6 Nations restent serrés. 24-22 pour la Rose en 2012, 23-13 en 2013 et une victoire française 26-24 en 2014 pour priver les Anglais d'un grand chelem qui leur aurait permis de remporter la compétition gagnée par l'Irlande cette année-là. La France propose une farouche opposition à leurs rivaux en ce début de décennie. Les crunchs sont toujours attendus, mais ils ne sont pas toujours très prometteurs. C'est notamment le cas en 2015 lorsque l'Angleterre se présente en grand favori face à la France.
Alors que l'Irlande, le Pays de Galles et l'Angleterre sont en lice pour le titre avec un bilan identique de 3 victoires pour 1 défaite, l'issue du tournoi se joue lors de la 5e et dernière journée de compétition. Les Gallois passent un joli 61-20 face à l'Italie pour prendre la tête. Décidément, ils sont fous ces Gallois. L'Irlande vient à bout des Écossais avec 30 points d'avance, soit 9 de plus que ce dont l'équipe avait besoin pour dépasser les Dragons Rouges. Et tout cela nous amène au crunch, le dernier match du tournoi. Mais qu'on se le dise, quand les Anglais reçoivent le 15 de France chez eux, on se fait peu d'illusions sur le résultat final. Le réel enjeu cette fois-ci, c'est le score. Pour prendre le titre, le 15 de la Rose doit vaincre les Français avec 26 points d'écart. Les Bleus, eux, n'ont rien à gagner. Mais face à leurs meilleurs ennemis, il n'est pas question de faire la moindre concession. Soyons cash, tout ce qu'ils veulent, et pardonnez mon langage, c'est faire chier les Anglais en les privant du trophée. Devant les 82 000 spectateurs de Twickenham, les deux équipes appuient immédiatement sur l'accélérateur. En première période, 2 essais de Ben Youngs pour l'Angleterre, un 3e de Watson. En face, Tilou Bord et Nakaitasi gardent la France à flot. Un début de match très offensif, et les hommes de Stuart Lancaster mènent de 12 points à la mi-temps. Mais ça, ce n'est que le début. On vous la fait courte. Les essais pleuvent en deuxième période. Toutes les 5 minutes, un joueur franchit la ligne d'en but adverse. Les deux équipes terminent avec 12 essais au total, un record pour le crunch. Dans le temple du rugby, les rivaux historiques disputent un match au dénouement aussi imprévisible qu'inoubliable. Un véritable festival en attaque. Au bout du compte, les Anglais finissent par s'imposer sur le score de 55-35. Une petite addition. 90 points marqués dans le match, encore un record. D'habitude, on aurait parlé d'une large victoire. 20 points, ce n'est pas rien. Mais 20 points, ce n'est pas assez pour que le 15 de la Rose remporte le tournoi. On peut dire que les Anglais ont remporté le match. Mais les Français ont peut-être bien remporté le crunch. Les Bleus ont redoublé d'efforts pour priver l'ennemi du titre. Et c'est une mission réussie. Voilà la parfaite illustration de cette rivalité, qui pousse chacun des deux camps à l'excès. Ce match, on vous en reparlera d'ailleurs très certainement. Sur la fin de la décennie, Anglais et Français ne jouent plus dans la même catégorie. Hormis une défaite de 6 points en 2018, alors que le 15 de la Rose connaît un coup de mou, il achève cette période avec autorité. 3 victoires face à la France, un grand chelem pour 2 victoires au tournoi des 6 nations et un point d'exclamation sur le crunch des années 2010. 44-8 face à des Français complètement dépassés. Il s'agit d'ailleurs de la plus large défaite de la France depuis plus d'un siècle, que ce soit dans un crunch ou dans le tournoi en général. Comme d'habitude, les Britanniques savent conclure avec la manière. En 2020, ce sont les Français qui ont ouvert le crunch sur une victoire, histoire d'alterner un petit peu. Mais l'Angleterre s'est rapidement relevée de cet affront en prenant sa revanche en finale de la Coupe d'automne. Reste à voir ce que les deux rivaux nous réservent pour cette nouvelle décennie. De nouveaux joueurs, de nouveaux coachs peut-être, mais toujours les mêmes pays et la même ambition. Une domination sans partage sur toute l'Europe. À chacun son héritage propre. Le French Flair, la fierté des Bleus pour cette talentueuse génération de rugbymen français. La légendaire discipline et ténacité qui a tant souri à leurs ancêtres pour les Anglais. Et pour les deux, une nouvelle ère de crunch toujours plus palpitant. Vous l'aurez compris, dans cette guerre de plus de 100 ans entre le 15 de la Rose et le 15 de France, il y en a pour tous les goûts. Du spectacle, de l'intensité, des larmes, de la joie, du vice. Il ne vous reste plus qu'à choisir. Le crunch, c'est la guerre, mais c'est aussi l'amour du beau jeu et surtout l'amour du ballon ovale. On ne parle pas simplement d'une grande rivalité du monde du rugby. On parle bien de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. Antoine Dupont sur ces situations, il fait l'écart. Le numéro, le qualifié, le doublé pour le capitaine Olivon après un formidable travail d'Antoine Dupont et la bagarre. Tap was fair, timing was good. We are in France.
We speak French. Ok. Merci.